L'ARS, c'est pas un bon hôtel, hein, pour ceux qui voulaient y aller. Ils virent facilement les gens qui veulent venir dormir chez eux. Bon, ben, on va... je sais pas, on attend encore 2 secondes ou on peut commencer, je sais pas. Ici, à Marseille, on dit il y a le quart d'heure marseillais, donc... Non, c'est bon, on commence ? Bon, alors donc, merci d'être là, d'accord, hein. Merci d'abord d'être là. Notre sujet, c'est l'environnement et de notre santé et notre santé en danger. Donc, nous allons traiter un peu ces deux sujets. D'abord, je vais faire les présentations. Bon, moi, je suis l'animateur. Je m'appelle Claude Michel. Je suis directeur d'hôpital. Je me soigne, hein, comme directeur d'hôpital. Et ensuite, donc, je suis pour l'instant, je dis bien pour l'instant, coordonnateur santé de la LFI. Voilà. Deuxièmement, alors donc, je vais passer par les dames. Et je vais d'abord parler de notre députée, Caroline Fiat, qui fait un travail absolument remarquable sur tous les problèmes de santé, tous les problèmes sociaux à la commission sociale, et qui, et là je m'en suis aperçu hier, à travers son expérience de vécu professionnel, de tous les partis politiques, c'est, je dirais, la seule personne qui vient du terrain et qui donc nous donne une impulsion à la fois théorique, entre guillemets, dans lequel des gens comme moi ou des IGAS, etc., sont un peu enfermés, et en même temps, je dirais, une relation avec les pouvoirs publics et leur blocage par rapport à ça. Et je vous demande de l'applaudir, parce que... Pour travailler avec ces attachés, je ne sais pas comment on dit là, attachés parlementaires, enfin, dans un, je peux vous dire que c'est... Je coupe. Fabien, Sandrine qui sont là, Grégory et Valentin, c'est les meilleurs. Bon, voilà. Et donc, moi, je travaille surtout avec Grégory, et c'est un travail très agréable et vraiment de bons échanges. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter notre Nathalie Perrin. Nathalie Perrin est maire du premier secteur premier arrondissement à Lyon. Et donc, elle pourra vous exprimer ce qui se passe dans une grande ville, comment les problèmes d'environnement sont traités et comment, je dirais, quels sont ce qu'on pourrait envisager au niveau d'une ville et sur les propositions de terrain. Ensuite, je vous présente, excusez-moi, je suis un peu loin, Thomas Dietrich. Thomas Dietrich, qui est président de l'association Citoyens Santé Environnement. Et donc là, je dirais que nous allons aborder les thématiques d'environnement et surtout comment les personnes, à travers le secteur associatif, vont pouvoir, je dirais, s'intégrer dans les politiques d'environnement, faire des propositions et faire avancer les pouvoirs publics. Et après, si on a le temps, bon, évidemment, la parole va circuler et on abordera l'ensemble des questions. Si on a le temps et si on peut, Caroline, décidément, vous parlera des projets de la LFI, ce qui est le plus important. Et moi, je compléterai un peu sur ce qui est fait actuellement. Remarquez, on peut le résumer, hein, pas grand-chose. Mais du moins, vous dire, au-delà des discours empathiques et de lieux communs, qu'est-ce qui est mis en place par les pouvoirs publics par rapport à ces problématiques extrêmement graves. Voilà un peu le sujet que nous avons essayé de traiter, sachant qu'on n'est pas, je dirais, même si on est sur l'estrade, on n'est pas les sachants et on n'est pas des Chéfaillons. Hein. Donc c'est surtout autour de vous que la discussion va se dérouler. Voilà. Dans un premier temps, je vais donner moi, je suis l'animateur, hein, mais enfin, je suis pas... je fais ce que je peux dans le rôle d'animateur. Je vais donner la parole à Thomas sur les problématiques d'environnement d'un peu globaux. Et ensuite, surtout, à travers le secteur associatif, comment on peut, je dirais, à la fois prendre en compte les problématiques d'environnement et surtout engager la lutte par rapport au blocage institutionnel, au lobby, etc., par rapport aux politiques d'environnement. Je te laisse la parole. Voilà. Est-ce que ça... Oui, ça a l'air de marcher. Alors,
En fait, cette association qui est Citoyens Santé Environnement, elle a porté une initiative qui s'est déroulée du 1er mai dernier au 30 juin, qui a été la marche des cobayes. Alors la marche des cobayes, c'est quoi? C'était l'idée qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à la santé environnementale, la pollution de l'air, la pollution des sols, le nucléaire, la malbouffe, les pesticides, l'amiante, qu'il y avait énormément de personnes impactées. On parle que dans le monde, il y a 1 personne sur 6 qui serait touchée, qui décéderait prématurément en raison d'une ou plusieurs pollutions. En France, vous avez 400 000 cancers qui se déclarent chaque année, dont 5 à 10% sont liés à des facteurs environnementaux. Pour juste prendre l'exemple de l'amiante, on estime que d'ici 2025, il y aura 100 000 personnes qui seront décédées du fait de cette pollution. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont assez effrayants. Et c'est une réalité qui n'est pas assez prise en compte par les pouvoirs publics. Et en fait, c'était un constat qui avait été fait au départ par la présidente de l'Association française des malades de la thyroïde. Donc, vous savez, tout le scandale qu'il y a eu autour de la nouvelle formule du Levothyrox, et Michel Rivasi, qui est députée européenne. Et ils avaient constaté que en fait, chaque victime était un peu sur son quant à soi, restait un peu dans son monde, et on ne mettait pas ensemble toutes les victimes des pollutions, alors que finalement, elles sont victimes de la négligence des pouvoirs publics, des crimes des industriels. Et c'était l'idée, on parle beaucoup de convergence de lutte, c'était de faire rassembler toutes ces victimes à travers une marche. Donc cette marche, elle est partie le 1er mai de Fos-sur-Mer, et ce n'était pas anodin, puisque Fos-sur-Mer est un des sites les plus pollués d'Europe, à cause notamment de toutes les industries qu'il y a autour. On estime qu'il y a 2 fois plus de cancers que la moyenne nationale. Et au fil des étapes, donc on est passé par Marseille, il y a eu tous les débats autour des métaux lourds, de l'eau qu'on ne peut plus boire à cause de la légionellose. Gardanne aussi, la problématique des boues rouges qui sont rejetées par l'usine Alteo. Avant, c'était dans les calanques, maintenant, c'est laissé à ciel ouvert et qui pollue tous les alentours. Et petit à petit, en fait, cette marche est remontée jusqu'à Paris. Et à chaque fois, on passait, par exemple, devant les centrales nucléaires, du Bugey, de Belleville-sur-Loire. On a visité la vallée de l'Avre vers Chambéry, qui est une des vallées les plus polluées à cause du trafic routier. On est allé manifester, par exemple, devant l'usine Limagrin qui fait des expérimentations d'OGM, à Sisteron, devant l'usine Sanofi, sur le scandale d'Adépakine. Je sais que vous avez été, avec François Ruffin aussi, très impliqué sur ce drame. Et l'idée, en fait, c'était de réclamer plusieurs choses. Nous, citoyens, puisqu'on constatait que les politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Santé, et c'est vrai qu'on avait du mal à faire le lien entre santé et environnement. On avait du mal à passer d'une politique qui est vraiment très orientée sur les soins vers une politique de la prévention. Et l'idée, c'était de réclamer, d'une part, qu'il y a la reconnaissance du crime industriel, parce qu'aujourd'hui, en droit français, ce n'est pas fait. Qu'on inverse aussi la charge de la preuve, que ça soit plus aux citoyens, à la victime, de prouver qu'il a été victime d'une pollution ou d'un produit défectueux, mais que ce soit à l'industriel de prouver l'innocuité de son produit avant de le mettre sur le marché. Et surtout, renforcer une recherche indépendante. On sait aujourd'hui qu'il y a des lobbies, des laboratoires pharmaceutiques, des grands industriels. Il suffit de voir l'affaire de Monsanto, les Monsanto Papers. On a pu voir comment des grands industriels faisaient pression sur la recherche pour qu'elle soit en leur faveur et qu'elle obère la dangerosité de tel ou tel produit, ou par exemple d'un pesticide comme le Roundup. Et aussi de réclamer une justice indépendante. Bien souvent, dans plein de cas, on ne juge pas, on ne va pas jusqu'au bout, on ne condamne pas les industriels qui ont fauté. Je vais vous prendre un exemple, l'amiante. Aujourd'hui, je crois que ça sera en octobre ou en novembre, il y aura une décision de la Cour de cassation, mais peut-être qu'il n'y aura pas de procès pénal pour juger toutes les personnes qui étaient au sein du comité amiante et qui savaient que ce produit-là était cancérigène depuis les années 1930 et qui n'ont rien fait pour diverses raisons. Donc voilà, en fait, cette marche, elle a fini à Paris donc le 30 juin, et elle est allée aussi à Bruxelles, elle est allée à Strasbourg, parce que vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui se décident en termes de pollution de l'air, de pharmacovigilance. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de faire, c'est ce qu'on appelle la démocratie en santé, c'était de faire partir du bas les citoyens, puisque les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure des vrais enjeux.
On a pu voir que la ministre récemment, Agnès Buzyn, avait refusé de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes de pesticides, alors qu'on estime qu'il y a, avec le scandale du glyphosate, qu'il y a 10 000 victimes de pesticides qui devraient être indemnisées. Puisque les pouvoirs publics ne font rien, ou font si peu, ce sont aux citoyens, aux associations de prendre leur destin en main et ensemble de porter un cri qui est que vraiment on a un environnement pollué et ça ne peut plus durer. Donc voilà, c'était un peu l'objet de cette marche. Et puis, il y a d'autres initiatives qui sont... Voilà, j'ai vu qu'il y avait le Tour Alternativa, qui est un tour qui sillonne la France à vélo. Je crois qu'au mois d'août, il y a eu une grande marche qui a été faite contre le nucléaire. Je ne sais pas si elle est encore finie. Mais voilà, il y a plusieurs initiatives citoyennes qui se mettent en marche, un peu itinérantes. Et je trouve qu'on doit saluer... En route. En place, en route. En place. Pardon, ça, j'ai fourché. Et voilà, c'est à saluer. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. On peut faire des choses à notre niveau, on peut faire des choses en tant que simple citoyen, et on peut faire bouger les lignes. Voilà. Moi, j'ai deux questions en tant qu'animateur. J'ai deux questions. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le rôle des lobbies en France, notamment nucléaire, etc., et le rôle surtout des lobbies au niveau européen? Parce que la problématique, c'est qu'effectivement, il y a des prises de conscience au niveau des citoyens, il y a des marches, il y a des associations, mais on se heurte au niveau politique et au niveau à la fois du ministère. Tu as parfaitement décrit la position du ministère, mais en même temps, au niveau européen, c'est une directive. Et quel est le mode de fonctionnement des lobbies et quel est le poids réel des lobbies par rapport à ces politiques de l'environnement? Je pense notamment à l'industrie pharmaceutique. Au niveau européen, je pense que Caroline pourra compléter. C'est vrai que les lobbies ont pignon sur rue. On l'a vu dernièrement sur ce qui s'est passé avec le glyphosate, alors qu'il faudrait interdire d'urgence ce pesticide. On a vu les dégâts que ça faisait sur la santé des gens. On a vu que l'autorisation a été prolongée de 3 ans, si je ne m'abuse. Et c'est scandaleux, Et ça participe à la décrédibilisation du rôle de l'Union européenne, qui est réduit à une sorte d'organe technocratique complètement soumis au lobby. Et on ne met plus la santé des gens, on ne met plus les gens au cœur. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas seulement à l'Union européenne. Je veux dire, effectivement, en France, on a pu voir que les lobbies pouvaient être très présents. Voilà, on le voit par exemple sur la question, je vous prends un exemple, la question des vaccins. Moi, je ne suis pas du tout anti-vaccination, je suis même, en étant un béotien, plutôt favorable à l'obligation vaccinale. Simplement, il y a une pression tellement forte des laboratoires qu'on n'arrive pas à savoir en ce moment si les adjuvants aluminiques qu'on met dans les vaccins sont dangereux ou pas sur la santé. Il faudrait qu'il y ait une vraie recherche. Il y a un professeur qui s'appelle professeur Gherardi, qui est un professeur du PUPH à Créteil, qui a mené une première partie de ses recherches et qui aujourd'hui n'arrive plus à avoir les financements nécessaires pour mener la deuxième partie complémentaire pour savoir si ces adjuvants sont véritablement dangereux ou pas. Donc on a un lobby très fort. Et on l'a vu dans plein de scandales, dans le scandale de la Dépakine, dans le scandale du Levothyrox, à l'époque dans le scandale du Mediator, qui perdure et qui continue à l'heure actuelle. Et tout ça, finalement, au détriment de la santé des gens. Donc, ni au niveau européen, ni au niveau national, on ne prend en compte, les pouvoirs publics ne prennent en compte la santé des gens. On préfère l'argent et le lobby des grands industriels. D'accord. Caroline, tu peux nous expliquer un peu au niveau de l'Assemblée, comme ça se passe, je dirais, un peu par rapport, je dirais, du rôle des députés et quel est leur positionnement au-delà, encore une fois, des discours, des lieux communs. Et ensuite, peut-être le rôle des lobbies par rapport à ces élus et par rapport aussi au ministère. Voilà. Alors, avant de répondre à la question, mais ça va entraîner la réponse parce que tout à l'heure, j'ai eu le droit à des applaudissements. Alors juste, je voulais dire que Thomas Dietrich a été notre premier lanceur d'alerte pendant le gouvernement, enfin sous la ministre Touraine, à qui il a rendu un rapport accablant. C'est moderne, les rapports accablants. Et elle n'a pas bougé. Donc il mérite des applaudissements parce que si Marisol Touraine l'avait écouté, on n'en serait peut-être pas là. Et Nathalie Perrin-Gilbert qui a... Enfin, ça, c'était pas trop compliqué, quitter Colomb pour Mélenchon, mais elle mérite aussi des applaudissements. Donc oui, voilà, je disais, alors la transition est toute faite parce que l'environnement, c'est quand même l'environnement et la santé, c'est toujours lié. Et je profite parce que Céline Boussier est là. On a plein de lanceurs d'alerte
Donc là, je disais de Thomas, mais c'est le cas. Donc Céline, c'était avec Moussaran. Moi, j'ai en Lorraine Karim qui a dénoncé ArcelorMittal Florange qui déversait avec un prestataire des produits chimiques. Enfin, on a plein de lanceurs d'alerte et pas que j'adore les applaudissements, mais quand même pour le coup, je pense qu'ils méritent beaucoup plus les applaudissements que nous parce que c'est ces lanceurs d'alerte qui permettent aux députés après de faire le travail. Parce que si personne ne nous amène ces dénonciations, nous on ne peut pas les deviner. Donc je pense qu'ils méritent vraiment des grands applaudissements. Donc, concernant l'environnement, en plus j'ai plein de messages à faire passer parce que je promets toujours plein de choses. Donc, Younous Omarji serait bienvenu, mais il a une conférence en même temps. Et donc, si je ne parle pas de la chlordécone, j'ai eu l'info il y a 5 minutes, à La Réunion et des fameuses algues, voilà. On est député. Jean-Hugues Ratenon est député de La Réunion avec nous. Et on oublie quand même très régulièrement, et surtout dans les députés de la majorité, que nous ne sommes pas les députés de la métropole. Nous sommes les députés de la métropole et des dom-toms. Et hélas, on dit toujours, plus la misère est éloignée, moins on la voit. Et c'est réellement le cas. Et je vais en profiter. Donc, il y a Pinel en lutte. Et j'en profite pour féliciter l'hôpital de Guyane, où tous les urgentistes ont démissionné ensemble pour avoir des moyens. Bon, c'est dommage, ils ont eu des moyens en médecins. Ils auraient peut-être pu avoir l'idée de demander des infirmières et des aides-soignantes. Mais pour montrer que depuis mars, ils avaient tous démissionné en chœur. Ils ont négocié, et ils ont enfin eu ce qu'ils demandaient en termes de médecins. Et ça prouve bien que les luttes payent et les lanceurs d'alerte aident à ça et qu'on n'est rien sans toutes ces petites mains qui font que petit à petit, on va réussir à faire entendre raison au gouvernement Macron et à espérer qu'un jour, ce soit nous le gouvernement. Comme ça, on n'aura pas... on entend très facilement, nous. Donc, la santé et l'environnement, c'est quand même quelque chose de très important. Et j'ai eu une réunion en tant que députée à Santé publique France, qui est l'organisme qui s'occupe de plan canicule, c'est eux. Quand il y a un problème avec le moustique, le chikungunya, c'était eux. C'est pour vous dire à peu près ce qu'ils font. Et Santé publique France parle du Nutri-Score. Et le Nutri-Score, c'est quand même quelque chose avec l'environnement qui est lié sur le fait de la malbouffe en France, qui fait que la santé va mal derrière. Et donc, pendant cette réunion, je prends le micro et là, je me fâche en disant vous êtes mignons, mais le Nutri-Score, c'est une très bonne idée, mais il n'est pas imposé. Et là, en fait, j'apprends par la direction de Santé publique France que si, ils ont demandé à ce que ce soit imposé. Mais à chaque fois, les ministres, donc que ce soit Touraine ou Buzyn maintenant, disent Nutri-Score paraît effectivement un bon outil, mais il n'est pas possible de l'imposer. Mais si, il faut l'imposer. Qui sommes-nous pour empoisonner nos proches avec de la nourriture qui n'est pas bonne ? On a eu, tu en parlais Thomas, le problème de l'amiante, et il va y avoir plein d'autres problèmes. Ça va continuer, et il ne faut pas oublier que tous les produits chimiques qu'on nous bourre, à un moment donné, ils se retrouvent dans l'eau, parce que bizarrement, on ne garde pas tout sur nous. Donc, il va falloir quand même réellement réfléchir à ça. Et donc, pour finir, ce que tu me demandais, Claude, donc notre rôle dans l'hémicycle, alors nous ne sommes que 17. Je suis très aidée par mes 16 copains et copines, mais donc il a bien fallu que chacun prenne sa part. Et donc nous, pour la santé, c'est de toujours alerter la ministre et les députés de la majorité sur l'actualité, sur les méfaits de ce que l'on peut subir actuellement. Et c'est un rôle très très compliqué quand on sait que quand on leur explique les dangers de toutes ces choses qui peuvent se passer, des produits chimiques déversés dans l'eau. Je ne parlerai pas de la dépakine. On a assez de problèmes avec François en ce moment. Ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendent pas parce que pour eux, on est contre la richesse.
parce que ça vient de grands groupes, de grands patrons, on se bat contre eux et on cherche des petites excuses pour se battre contre eux. Il faut bien comprendre, leur raisonnement, c'est ça. C'est parce qu'on s'attaque à des gros, c'est parce que ce sont des gros. Non, c'est parce qu'il y a un problème et que ce serait le petit agriculteur du coin, je lui ferais la même réflexion. Et on bloque. On bloque parce qu'ils ne veulent pas entendre. J'ai expliqué, mon petit dernier a une maladie orpheline. J'ai expliqué que cette maladie orpheline, il y a 20 ans, ils étaient 200 en Europe. Et en 2014, ils sont 200 en France. C'est lié, il y a quelque chose. Et c'est lié, on ne sait pas pourquoi. Il faut chercher. Et quand on en sera à 2 000, 20 000, 40 000, 60 000, ils diront quoi ? Oh, on ne l'a pas vu venir, ça c'est la réponse systématique. Oh, on ne l'a pas vu venir. Mais voilà, c'est le seul truc qui nous fait tenir quand même de temps en temps, c'est de se dire que le jour où on en entendra un nous dire « Ah, on ne l'a pas vu venir », on sera là pour se lever et dire « Youhou, on vous l'a dit tel jour à telle heure ici même ». Donc voilà, ce qui serait très important, c'est que ça devienne un sujet d'actualité, mais un sujet de société. Et où, hélas, et c'est pas faute, quand vous discutez avec les gens, c'est facile de parler de la lutte des soignants, de parler la malbouffe, ça va encore, mais l'environnement, les gens ne comprennent pas forcément. Et comme l'a dit hier Jean-Luc à sa conférence, ça s'est toujours fait. Pourquoi ça se ferait plus ? Donc, il y a vraiment un gros travail si vous faites des caravanes ou des actions ou quoi que ce soit. Allez voir les gens et discuter avec eux et expliquez-leur que si nous tous, ensemble, on ne veut plus tout ça, ils ne pourront plus le faire. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux, Nathalie, nous expliquer un peu ton expérience à Lyon avec le fameux Colomb, c'est ça ? Bon, ouais. Gérard qui peut-être aurait besoin d'un suivi. Et donc, comment ça se passe finalement au niveau d'une mairie de secteur et quelles sont les possibilités d'action au niveau d'une mairie telle que Lyon et qu'est-ce qu'on peut agir, notamment vis-à-vis des associations et vis-à-vis d'une municipalité, probablement un peu à l'écoute, et vis-à-vis des lobbies qui interviennent non seulement vis-à-vis du gouvernement et des élus, mais aussi au niveau local. Merci. Oui, j'ai le triste avantage de venir de Lyon. Gérard Collomb, un temps, a beaucoup parlé du modèle lyonnais. Il nous parlait beaucoup du modèle lyonnais. Aujourd'hui, il se vante que le modèle lyonnais est devenu modèle national. Et donc, en ça, peut-être, Lyon, en effet, est une bonne illustration locale de ce que vous avez dit et commencé à dire, Thomas et Caroline, par rapport à un certain nombre de choses. Et peut-être, ce que je peux vous apporter, c'est une petite illustration concrète avec quelques exemples. Et puis, peut-être, après, développer quelques perspectives très, très rapides et en débat. Alors, évidemment, mon point de vue, il est situé, comme je le disais, puisque je viens de Lyon et qui pour moi est un parfait contre-exemple par la preuve de ce qu'il faut faire en matière de santé, de démocratie, et ça va ensemble, parce que la santé c'est un bien commun, et donc on doit le défendre en tant que tel, et le point de vue démocratique dans la défense des droits communs est essentiel. Et puis parce que comme à Marseille, mais comme à Paris aussi, eh bien, je suis une maire d'arrondissement avec d'opposition, évidemment, à Gérard Collomb et sa municipalité, avec toutes les difficultés que les maires d'arrondissement ont pour agir, puisque nous ne sommes pas les mairies d'arrondissement des mairies de plein exercice, et donc avec des budgets et des prérogatives limitées, ce qui ne nous empêche pas malgré tout à minima d'avoir un poids politique et puis également d'avoir un certain nombre d'actions sur nos territoires. Je voulais dire, alors j'ai pas encore, même si je suis une amie proche, rejoint la France Insoumise, mais je fais partie d'un groupe citoyen et en 2014, je me suis présentée avec un groupe citoyen après avoir quitté, alors j'entends déjà les huées, le Parti Socialiste en 2012 et je voulais saluer un élu France Insoumise pour le coup, puisque nous avons gagné le premier arrondissement ensemble, Elliot Aubin, qui est dans mon équipe, qui est fille et qui travaille à mes côtés et qui a contribué, y compris à m'inviter parmi vous. Donc je voulais le remercier et pourquoi pas qu'on l'applaudisse également. Il peut se lever parce qu'on ne le voit pas. Il est là, Elliot.
avec un atelier demain en début d'après-midi qu'il va animer également. Alors, rapidement, le premier point, il y en aura deux, hein, Lyon contre-exemple et l'aspect démocratique. Lyon contre-exemple, pourquoi ? D'abord parce que je pense que c'est un modèle politique et un modèle de pensée extrêmement daté. Qui est orienté vers le tout économique, vers la production de richesses, avec toujours cette idée du ruissellement, que quelques-uns s'enrichissent et les autres bénéficieront de quelques gouttes ou de quelques miettes. Et du coup, pour que les premiers puissent s'enrichir le plus possible, évidemment, le politique doit mettre le moins de contraintes possible et doit laisser faire et ne pas réguler, ne pas régler. Et ce qui est vrai sur le champ économique l'est sur le champ du coup de la santé et de l'environnement. Par exemple, Lyon, c'est le modèle du tout économique, mais aussi quand même beaucoup, quand on compare avec d'autres villes beaucoup plus volontaristes, encore le modèle du tout automobile, du tout voiture. Et pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas gêner un développement économique qui est encore supposé, c'est pour ça que je dis que c'est daté, aller avec le modèle de l'automobile. Et donc, pour vous donner un exemple très concret, sur mon arrondissement, et comme sur tout Lyon, il y a des organismes. On peut parler d'ailleurs de la question de l'indépendance des organismes, mais bon, qui font des mesures de la qualité de l'air, de la présence de particules dans l'air. Et il se trouve que sur Lyon, on a un quartier particulièrement exposé à la pollution et où on a des niveaux de particules fines bien supérieurs notamment aux normes européennes, aux normes sanitaires européennes. Et dans ce secteur-là, qui malheureusement est sur le premier arrondissement, parce que je suis au cœur de Lyon, un arrondissement très dense, très urbain, avec pas suffisamment d'espaces verts et de végétaux, y compris pour réoxygéner notre air, eh bien, il y a une école maternelle, une école primaire, c'est le groupe scolaire Michel Servet. Et très clairement, cette école est dans le cœur de ce secteur de pollution. Alors, en tant que maire d'arrondissement et avec les élus du premier, évidemment, on s'est mobilisé. Évidemment, on a demandé des mesures fortes au maire de Lyon, au président de la métropole, au préfet. Chacun se renvoie la balle. La ville de Lyon est responsable de la pollution à l'intérieur de l'école, donc va s'occuper des matériaux au sein de l'école, va renvoyer sur la métropole qui est responsable de la qualité de l'air. Et quand je pose la question, ils disent vous avez qu'à poser la question au maire de Lyon. Et puis le préfet botte joyeusement en touche. Ce qui fait que depuis plusieurs années, le problème n'est pas réglé. Et on nous dit en 2025, ça ira mieux parce qu'on a fait des projections, il y aura plus de véhicules propres. Et donc attendez 2025. Et c'est quand même ce que les autorités publiques, le maire de Lyon, le président de la métropole et le préfet arrivent à dire aux parents d'élèves. Et le vice-président à la santé, qui est pourtant un médecin et qui est un cardiologue, Thierry Philippe, a expliqué aux parents d'élèves et aux enseignants présents que quand même Lyon, c'était d'abord une ville dont le projet, c'était l'attractivité économique. C'était par cela qu'elle avait ce rayonnement et que contraindre trop fortement la voiture, eh bien, ça viendrait contraindre ce modèle de développement économique. Et donc, sacrifions la santé de nos gamins sur l'autel de la voiture et du développement économique supposé. Nous, ce que nous demandons, par exemple, c'est pourquoi il y a ce pic de pollution. C'est parce que, d'une part, on est à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Un tunnel, alors, vous connaissez sûrement le tunnel de Fourvière, mais il y a aussi le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. On demanderait, par exemple, que ce soit restreint de 2 voies à 1, et puis une limitation de la vitesse des véhicules sur les quais de Rhône qui longent aussi ce secteur, mais on nous explique que c'est trop contraignant. Et donc, il y a une forme de... Chacun se renvoie à la responsabilité et il y a une urgence à ne pas agir. Tout ça par rapport au modèle économique. L'autre exemple que je voulais donner en illustration, c'est la puissance des lobbies. Ça peut aller d'ailleurs avec le modèle économique. J'ai mené un combat en 2007 et vous citiez Michel Rivasi et je m'étais associée à Michel Rivasi et notamment au CRIREM sur cette question-là. C'était par rapport à la question des opérateurs de téléphonie mobile, la question bien sûr des portables, et c'est nos contradictions que nous sommes quand même un certain nombre à avoir, mais aussi du développement des antennes relais. Et il y avait une mobilisation et une inquiétude d'habitants, de parents d'élèves, d'enfants de parents âgés dans les résidences de personnes âgées quant à la présence d'antennes soit sur les toits des bâtiments publics, soit à proximité. Et donc, on demandait des mesures indépendantes faites par le CRIREM ou d'autres organismes, parce que la ville nous disait non, on mesure et ça craint rien, et on voulait
des mesures indépendantes qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir. Et puis, on voulait tout simplement mettre en place une charte, c'est-à-dire mettre autour de la table les différents opérateurs et puis décider finalement de l'équipement minimal. Comment on peut assurer une couverture sans multiplier plus que nécessaire les antennes. Inutile de vous dire qu'en tant que maire d'arrondissement et dans l'opposition, et malgré une mobilisation forte, on n'a pas réussi. On a réussi à faire enlever les antennes de nos bâtiments publics, et notamment sur le premier, une école, l'école Victor Hugo. Mais on n'a pas pu aller plus loin, et je sens bien le lobby des opérateurs de téléphonie mobile, qui d'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle loi sur le logement, ont obtenu un allègement de leurs obligations au moment de déposer les permis de construire. Donc, ils ont encore gagné des marges de liberté face au pouvoir public. Les lobbies, c'est aussi Veolia, par exemple, sur l'eau, qui, sur Lyon, a une politique extrêmement agressive d'installation de ces compteurs dits intelligents et qui outrepasse clairement les accords ou les désaccords des propriétaires et des habitants. Et comme la métropole a confié, et je sais que vous en parlez dans un autre atelier, le règlement de la politique de l'eau à Veolia, de toute façon, ils ont les mains libres pour agir. C'est aussi Total, la raffinerie de Feyzin, qui allume régulièrement ses torches, alors que ce soit en décembre 2016, en plein pic de pollution, ou encore cet été au mois d'août, en plein pic de canicule, et qui nous explique que pour des raisons d'incidents techniques, elle est obligée de brûler un certain nombre de gaz. Donc on voit des tas de fumées assez anxiogènes pour les habitants de l'agglomération. Mais Total nous explique que c'est des incidents techniques, évidemment sans aucune répercussion sur l'environnement, et que circuler, vous, Madame la Marquise, tout va bien. Et donc là, en Conseil de la Métropole de septembre, je compte bien demander un certain nombre de comptes, et peut-être qu'on puisse avoir une commission des élus métropolitains qui demande des comptes à Total, qui aille sur le site et qui demande à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc voilà un petit peu à quoi amène le laisser-faire. C'est une toute-puissance d'entreprises et de lobbies au détriment de la transparence de l'information et de la santé. Maintenant, et très rapidement sur la question du modèle démocratique, je le disais tout à l'heure, on a un vrai déni. On nous dit sans arrêt que ça risque rien. Tout le monde se rejette la responsabilité. Nous, élus du premier, nous avons quand même écrit au préfet sur l'école Michel Servet en lui demandant de s'engager, de prendre position sur le fait qu'à terme, les enfants ne seraient pas atteints de maladies chroniques, parce qu'aujourd'hui, on nous répond à Michel Servet, il n'y a pas plus d'asthme qu'ailleurs. Déjà, la réponse, elle est guère satisfaisante. Mais en plus, on sait, et là, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais que l'exposition régulière à des polluants peut provoquer des problèmes de santé, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans quelques années. Et on rejoint là des scandales que vous avez cités. Et là, il y a un refus des politiques de voir à long terme. On est sur une politique du déni, du court terme, mais ne pas engager de politique publique de long terme. Je ne sais pas si on engagera peut-être une action avec le procureur. Je me pose toutes ces questions, y compris de la responsabilité pénale de ces politiques ou de ces autorités. Et puis, pour terminer peut-être, c'est que bien sûr, c'est à relier avec le mouvement de centralisation qu'on a dans notre pays. Je pense à la création de la métropole sur Lyon et aux faits métropolitains un petit peu sur l'ensemble du territoire. La métropole, c'est la négation du citoyen, c'est la négation aussi de l'élu local, et c'est la possibilité pour quelques technocrates et pour une oligarchie d'élus de prendre des décisions sans rendre compte aux citoyens. C'est-à-dire que l'habitant, il va venir voir son maire d'arrondissement ou ses élus d'arrondissement. Éventuellement, il va aller voir le maire de sa commune. Mais alors, le président ou le vice-président de la métropole, déjà, il ne connaît pas son nom. Il va se heurter à un certain nombre de services. C'est dans un coin de la ville, très loin, en proximité des lieux d'habitat. Et donc, ça veut dire qu'avec cette concentration des pouvoirs, ces décisions sont prises dans ces lieux-là et qui sont loin du citoyen, loin de l'habitant, et surtout, c'est des gens qui ne rendent pas compte. Et là, pour moi, la santé, c'est vraiment quelque chose... Enfin, je parlais tout à l'heure du bien commun, c'est vraiment à voir avec cette obligation démocratique de rendre des comptes, mais aussi d'être responsable des décisions prises.
Alors, et pour terminer, bien sûr qu'il y a des perspectives. Je parlais tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, sur le modèle économique, et la FI le dit bien, et Jean-Luc Mélenchon le dit également. Évidemment qu'à travers la transition écologique nécessaire, et on pourrait parler de la transition démocratique, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi à créer, il y a de nouvelles richesses, que ce soit, alors vous avez parlé de l'économie de la mer, que ce soit la sortie du nucléaire également, que ce soit tous les métiers liés à la protection de l'environnement, à la formation. Évidemment que là, il y a un secteur de développement, mais simplement, c'est un changement total de paradigme. Et là, je crois que c'est à la fois les citoyens et les élus qui pouvons le demander et le faire ensemble. Mais oui, il faut faire pression et faire entendre votre voix. Voilà, merci. Merci beaucoup. Caroline, tu as la parole sur, c'est ça, hein, sur les lobbies. Puis après, je me permettrai 2 secondes, je dépasserai mon rôle d'animateur et j'essaierai de vous décrire, peut-être un peu à la hache, le système marseillais du traitement de l'environnement. Merci. Vas-y, Caroline. Oui, non, juste parce que j'avais oublié toute la seconde partie sur les lobbies. Donc, je vais quand même y revenir. Et quand même quelque chose d'important, et si vous pouvez faire passer le message à tout le monde. Pendant la loi agriculture, il y a eu la fameuse histoire de l'amendement glyphosate, où seul Loïc Prud'homme était là pour dire non, nous ne voulons pas du glyphosate. Donc, je vais la faire bref. Nous sommes généralement dans l'hémicycle du mardi au jeudi. Nos collaborateurs nous prennent des rendez-vous en circonscription les lundis et vendredis. Nous ne connaissons nos plannings de la semaine d'après que le jeudi ou le vendredi. Hein, que tout le monde soit là. Donc, je m'étais battue pour que ce soit moi qui défende l'amendement glyphosate, que Sandrine avait brillamment travaillé et m'avait fait des très très belles interventions. Le lundi, on voit comment ça se passe. Moi, personnellement, le lundi soir, j'étais invitée par le préfet de chez moi à dîner. Ça devait faire 6 fois qu'on repoussait. Et vu que je ne l'aime pas trop, je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. Donc moi, je dînais avec le préfet. Le dernier train de Nancy étant à 20h, je ne peux en aucun cas me retrouver à Paris dans la nuit du lundi au mardi. On a des élus parisiens qui, eux aussi, prennent des rendez-vous les lundis et les vendredis en circonscription et encore plus le soir. Loïc, vers 22h, 23h, nous envoie un message en disant « Glyphosate passera demain, c'est bon ». Et j'en veux pas à Loïc, parce que c'était prévu comme ça. Et François de Rugy, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un grand écologiste, a décidé à 1h moins 2 de dire on continue pendant 1 heure pour que glyphosate passe le lundi soir et que donc il n'y ait personne dans l'hémicycle, parce que si nous, on a des choses à faire en circonscription, c'est pour tous les députés pareil. Donc c'était bien un coup de Trafalgar de Rugy, et s'il n'y avait que Loïc Prud'homme, on en est les premiers énervés, les premiers déçus, parce qu'on était les premiers, les 17, à vouloir se battre contre le glyphosate et que ce soit clair, et j'en ai marre d'entendre que les élus insoumis n'étaient pas là. Concernant les lobbies, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des gens très puissants, que tout à l'heure, tu parlais de la dépakine et que Sanofi sait faire beaucoup de choses en sorte pour que François et moi soyons très embêtés dorénavant, mais que plus on nous embête, et je pense qu'avec François, on a le même caractère, plus on a envie de continuer, donc ce qui fait qu'on a dénoncé ce qui se passe à Bordeaux. Mais c'est vraiment des très, très grands puissants, et quand je vous dis qui peuvent nous ennuyer, ça peut aller très très loin. Ça peut aller à des menaces, des intimidations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reçoit beaucoup, quand il y a des projets de loi, de propositions d'amendements lors d'insoumis ou d'associations ou quoi que ce soit, qui vont dans notre sens. Donc ça, généralement, on répond merci beaucoup, on va y travailler ou quoi que ce soit. Si vous saviez le nombre d'amendements des lobbyistes qui sont envoyés aux députés, vous seriez très étonnés. Donc, nous, ça a été très rapide. Je pense que très rapidement, on a répondu non merci, on ne mange pas de ce pain-là et nous en envoie plus. Mais ils sont là, ils sont présents, ils sont dans l'hémicycle, enfin, ils sont dans l'Assemblée. Ils ont des rendez-vous partout dans l'Assemblée. Vous pouvez tous les croiser. Et je pense que, hélas, le plus gros lobby en France, c'est l'État.
C'est l'État qui se permet de faire beaucoup de choses, qui se permet avec EDF d'imposer Linky partout, même si les mairies votent des décisions comme quoi ils ne veulent pas Linky dans leur commune. Et dernièrement, on a rencontré RTE avec mon collaborateur. Et sur ma circonscription, voilà, alors on passe de 65 000 volts à 230, enfin, je sais pas quoi. Donc là, je les laisse parler et je dis, mais ça tombe bien, on va tout enterrer parce que passer d'un pylône de 10 mètres à un pylône de 35, moi, perso, sur ma circo, j'aime pas. Et là, en fait, on apprend que si une commune ou un particulier doivent modifier ces lignes, elles doivent obligatoirement être enterrées. On est tous d'accord ? Quand c'est à la charge de l'État, ça coûte trop cher, donc on laisse en aérien. C'est bien l'État qui, à un moment donné, passe commande et dit « nous, ça nous coûte trop cher, on pollue ». Mais par contre, les petits, hors de question. Donc, s'il y a bien un grand lobby à attaquer, c'est bien l'État et le fonctionnement. Et sachant que ça va vous plaire, mais enfin, quand même, vivement la 6e. Alors, je vais dépasser un peu mon rôle d'animateur, mais comme je suis marseillais, je vais vous parler très, très rapidement du système marseillais, qui est, je dirais, caractéristique d'une ville clientéliste et corrompue, et notamment de ce secteur. Gaudin et Colomb, même combat Pire. Il faut savoir... Attends, Colomb, il est pas mal. Hein. Il est pas mal, mais Gaudin est bien aussi. Gaudin est très, très bien. Alors, la caractéristique, je ne sais pas s'il n'y a pas que des Marseillais ici, il y en a, la première caractéristique, c'est la ségrégation entre le nord et le sud de Marseille. Le nord de Marseille, alors pour vous donner un exemple précis, le sud de Marseille, c'est par exemple ici, et ça va jusqu'à le Roucas-Blanc, enfin, toutes ces parties, c'est le sud de Marseille. Et la partie nord, c'est tout ce qui va jusqu'à l'hôpital Nord et qui est dans l'autre partie de Marseille. Et on dirait presque que la frontière, et je viens au sujet, c'est la Canebière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ségrégation sociale de fait qui est entre le nord et le sud, et on peut dire qu'elle passe par là. Alors, à partir de là, vous allez avoir une politique, sachant que globalement, c'est le tout voiture. Ici, par exemple, il n'y a jamais de piste pour les vélos. Ça n'existe quasiment pas à Marseille. Il y a, et ça il faut le dire, ne serait-ce qu'en politique des transports, dans les quartiers sud, et là je dirais que c'est caricatural, vous avez le tramway, vous avez le bus et vous avez le métro. Dans le quartier nord, vous n'avez qu'un bus qui part de 6h du matin jusqu'à quasiment 11h. Concrètement, si jamais vous sortez et que vous voulez aller dans les quartiers nord, etc., vous ne pouvez pas, sauf prendre la voiture ou un taxi qui daigne vous accompagner, aller dans les quartiers nord. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, ne serait-ce qu'à travers cette ségrégation sociale, et à travers le tout voiture, vous avez déjà, en termes d'environnement, un décalage absolu entre les parties riches de la ville et les parties pauvres de la ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais, concernant la gestion des déchets, concernant, je dirais, la gestion, enfin, on va dire simplement la gestion des déchets, il faut appeler un chat, c'est le domaine privilégié de la corruption. Je dirais que l'anecdote la plus caractéristique, c'était que Guérini, quand il était aux affaires, c'était son frère qui gérait toutes les zones de déchets. Et bien évidemment, je dirais qu'il y avait une sorte de monopole, non seulement privatif, mais mafieux sur la problématique d'environnement. Donc ça, si vous voulez, ça s'est déroulé aussi dans la configuration du parc national des Calanques. Et c'est aussi, je dirais, dans la réflexion des élus, qui n'est pas une réflexion écologique, qui n'est pas une réflexion d'environnement, qui est dans les faits, c'est-à-dire que de la Canebière jusqu'à Vitrolles, etc., les zones pétrolières, où effectivement il y a les zones les plus atteintes en termes d'amiante, etc., on met tout ce qu'on ne veut pas
ailleurs que dans les quartiers sud. Et vous voyez que dans les quartiers sud qui vont jusqu'à Cassis ou autre, là, c'est un secteur protégé. Et donc, quand vous avez le tout voiture et que vous avez un phénomène, et ça c'est aussi important, de ségrégation sociale, le choix qui est fait délibérément, vous retrouvez notre sujet, qui est l'environnement, mais qui est aussi un sujet très politique. Jean-Luc Mélenchon y a parlé des peintures d'école, de l'eau. Et ce que je veux dire aussi, les problématiques d'amiante, etc. Mais tout simplement parce qu'on ne s'y intéresse pas, que la municipalité, que la métropole, que toutes les collectivités ne s'y intéressent pas. Et donc on voit à travers cette politique d'environnement, je dirais, alors je ne sais pas si aujourd'hui il faut le dire, si ça fait ringard, mais une politique de classe en action. Et je crois que l'environnement, au-delà des les grandes proclamations, c'est aussi un combat politique fondamental, parce que in vivo et in concreto, je dirais, on le voit, et Marseille, à cet égard, est un exemple. Merci. Thomas, vas-y. Caroline a évoqué un sujet très intéressant. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je pense que ça mérite un petit aparté, et c'est symptomatique vraiment des crises et des scandales qu'on peut avoir concernant la santé et l'environnement. C'est le chlordécone. Alors le chlordécone, c'est un dérivé du gaz moutarde, hein, pour la faire courte, c'est ça. C'est un pesticide ultra toxique qui a été déclaré cancérigène par l'OMS en 1979 et qui a même été interdit aux États-Unis, que sont quand même pas des gauchos hippies, en 1980. Donc c'est quand même qu'il y avait un sérieux problème. Mais en Guadeloupe et en Martinique, donc qui sont des gros producteurs de bananes, on a continué à épandre ce pesticide-là jusqu'en 1990. Après, on a eu une dérogation jusqu'en 1993. Et puis après, il y avait des stocks à écouler, donc ça a continué jusqu'en 1996-1997. Et tout ça sur le lobby. Alors, ce problème environnemental se double d'un lobby un peu des planteurs béquets là-bas, qui, notamment par l'intermédiaire de Jacques Faucard, qui était monsieur Afrique de Gaulle, mais qui était aussi un fils d'un planteur béquet, a réussi à obtenir cette dérogation-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des sols pollués pour 700 ans. Vous avez le plus haut taux de cancer de la prostate au monde, en Guadeloupe et en Martinique. Vous avez 92 à 95% de la population qui est infectée. Vous avez des bananes. Alors, c'est assez marrant parce qu'ils mesurent la contamination des bananes au chlordécone. Donc, quand les bananes ne sont pas trop contaminées, c'est bon, on peut les envoyer en Europe, en métropole. Mais quand c'est contaminé, c'est pas grave, ils vont les manger sur place parce que de toute façon, ils sont déjà contaminés. Non, mais c'est vrai. Et quand Nicolas Hulot s'est rendu sur place et a dit « l'État ne payera pas ». Et moi, je trouve ça, dans un mouvement de colère, il a été assez ignoble, sur toute la souffrance des gens. Il y a des gens qui sont en train de mourir, qui ont travaillé dans ces plantations-là, qui sont en train de mourir. Et ça montre deux choses. Ça montre l'indécence des pouvoirs publics, le crime des pouvoirs publics, puisqu'ils savaient que si les États-Unis savaient, la France savait que ce pesticide était très dangereux, mais aussi la manière dont on traite nos outre-mer. La manière dont on considère que ce sont des citoyens de seconde zone, hein, des colonies, et c'est vraiment très symptomatique. Moi, on a rencontré les associations des victimes du chlordécone, elles sont très en colère, et je pense que c'est un sujet duquel on n'en parle pas assez en France, parce que c'est un scandale extraordinaire et inimaginable. Et les autorités ne sont absolument pas conscientes de ce qui... la réponse n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Et sur la question démocratique, puisqu'on en a parlé très vite avant de laisser la parole, moi j'étais au ministère de la Santé, j'étais secrétaire général, donc je suis sorti de Sciences Po à 25 ans, j'étais un peu idéaliste. Et le premier poste qu'on m'a confié, c'était le secrétaire général de la Conférence nationale de santé. Donc la Conférence nationale de santé, c'est un comité théodule qui réunit tous les acteurs du monde de la santé. Vous avez les professionnels de santé, vous avez les usagers, vous avez les syndicats, vous avez les élus. Et le but, c'est de conseiller de manière indépendante la ministre de la Santé sur toutes les grandes problématiques de santé. Par exemple, quand il y a une loi de santé qui est votée, la Conférence nationale de santé donne un avis. Quand il y a, par exemple, une grande loi, par exemple, sur la vaccination, sur la bioéthique qui est en préparation, on organise des débats publics. Sauf que cette instance-là, moi je m'en suis rendu compte, on voulait que ça existe, mais on ne voulait absolument pas que ça fonctionne.
Donc on ne lui donnait pas de moyens. À un moment, on m'a même demandé de faire relire les avis de la conférence par le cabinet de la ministre pour en expurger les passages qui ne lui plaisaient pas. Donc démocratiquement, c'était un peu... J'ai vu beaucoup de choses en Afrique, mais c'était un peu compliqué. Et moi, je pense qu'une des solutions, ça sera de faire une vraie instance, de lui donner les moyens, et qu'avant de voter chaque loi, avant de dicter un plan de santé publique, on la consulte, on ait les retours du terrain, on ait les retours des professionnels de santé qui sont dans leur service, des usagers, des membres d'associations qui sont au contact du terrain, parce qu'on ne peut pas faire des politiques en matière de santé et d'environnement de manière complètement déconnectée du réel dans des cabinets ministériels du 7e arrondissement de Paris. C'est absolument pas possible. Il faut qu'il y ait un retour du terrain. On ne peut pas confier ça à des technocrates. Et surtout, il faut qu'il y ait une vraie culture du débat public en santé. C'est un peu le cas en environnement, dans le secteur de l'environnement, puisque la Commission nationale du débat public, vous savez, quand on construit une route, on voit si ça n'impacte pas des espèces, on voit que ça peut être une nuisance sonore, mais en santé, il n'y a rien. Donc ça ouvre la voie à toutes sortes de débats qui n'en sont pas, notamment sur la vaccination, notamment sur les lois bioéthiques. On a fait des débats où les réponses étaient connues avant même d'avoir posé les questions, et on n'a pas écouté les gens. Donc c'est vraiment l'impératif d'avoir une vraie instance au niveau national et des instances au niveau régional qui soient représentatives de la démocratie en santé, et aussi d'organiser des débats publics pour que les citoyens aient la parole. Ça, c'est très important. Très bien. Vas-y. Alors donc, juste pour appuyer ce qu'était en train de dire Thomas, sachez que pendant la loi agriculture, donc on a proposé plein d'amendements, et il y a quand même eu un amendement qui est passé sous silence. On a essayé de le vendre aux médias, mais ça n'était pas leur commande, donc ça ne les intéressait pas. Je ne sais pas si vous savez, mais en France, on autorise des entreprises à construire, je ne sais pas comment on dit, des produits chimiques interdits en France, mais pour l'exportation. En France, nous autorisons donc des grandes entreprises à empoisonner nos copains d'à côté. Donc là, évidemment, nous, on s'est battus en disant, mais comment on peut dire en France, on n'en veut pas, et les envoyer ailleurs? Mais donc, vu qu'on a des collaborateurs magiques et qui vont encore plus loin que nous dans la réflexion, là, on se rend compte que nos bons ananas qu'on mange ont profité de ces fameux produits toxiques fabriqués en France, interdits chez nous, mais qui reviennent chez nous. Donc là, j'explique aux députés En Marche que quand ils bouffent un ananas, ils bouffent les produits toxiques fabriqués en France qu'on laisse partir ailleurs. Enfin, accessoirement, on leur envoie du poison, ils nous le renvoient. Ils ont bien raison, mais il va falloir que ça cesse. Aucun autre député n'a voté notre amendement. Aucun. Et quand je dis aucun, c'est aucun. Donc, on a facilité d'empoisonner les autres, et ça revient à ce que tu disais, où... voilà, si les bananes, là, eux, ils sont foutus pour foutus, continuons. Non, mais c'est ça, hein, on va pas se cacher. C'est quand même quelque chose de dangereux, et ça, il faut en parler, il faut regarder, et vivre les circuits courts, et surtout, voilà, quand vous faites vos courses ou quoi que ce soit, regardez, et n'hésitez pas à parler avec les gens et de leur dire que, attention, ton ananas, il est bourré d'un produit chimique fabriqué en France. Non, mais attendez, parce que c'est quand même une... La réponse du ministre, ça a été de nous dire, oui, mais enfin, on ne va quand même pas tuer une entreprise française. Ben non, tuons les gens, on ne va pas tuer l'entreprise. Et ça en revient sur... moi, j'aime bien, parce que je fais de la pub à Sanofi, sur Sanofi, où quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, la réponse, c'était Édouard Philippe qui avait répondu, je crois, et Castaner avec, c'était... Attention, on n'attaque pas une entreprise française qui gagne de l'argent. On parlait d'enfants malades, de leurs parents, alors je ne raconte pas, moi maintenant je les ai rencontrés, qui culpabilisent à mort d'avoir empoisonné leur enfant. Mais attention, on n'attaque pas une entreprise qui gagne de l'argent. Ce qui fait que ça m'a fait drôlement plaisir sur un plateau où je me suis retrouvée avec un député En Marche face à moi lors de Lactalis, parce que ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où le député En Marche me dit, mais on ne pouvait pas deviner. Et où là, je le regarde, je fais, mais en même temps, je fais, monsieur Lactalis, monsieur le PDG de Lactalis, quand il entend 4 mois avant un Premier ministre répondre à la France insoumise, on n'attaque pas une entreprise qui gagne de l'argent, est-ce que tu penses sincèrement qu'il va se dire « Ouh là là, je vais augmenter la surveillance de mes produits parce qu'on va venir me chercher ».
Mais non, il se dit, attends, même le gouvernement dit, je suis protégé de tout. Donc, il y a vraiment un vrai problème et il faut aller chercher ce problème là où il est. Et entendez bien, il y a eu une commission Lactalis, il n'y aura rien derrière. Il n'y aura rien derrière. Parce que, pourquoi? Et ça, c'est toujours le même problème. Alors, il y a plein de sujets qui passent. Parce que tout le monde a déjà oublié. Tout le monde passe déjà à autre chose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a eu une baisse de chiffre d'affaires de Lactalis que pendant une semaine. Tout le monde est reparti à prendre les produits et n'a plus faire attention. Donc, c'est bien un combat de tous les jours. Très bien. Avant de donner la parole à la salle, parce que je crois qu'on a été assez volubile, simplement une observation. Va sortir bientôt le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui va donner la loi de financement de sécurité sociale. Alors, puis après, on définit l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses de santé. Bon, d'assurance maladie, pardon. Concrètement, les dépenses de prévention sont complètement, je dirais, la portion congrue. Elles sont on a appelé ça pompeusement une stratégie nationale de santé. À aucun moment, ces problématiques sont envisagées. Et toutes ces politiques, notamment gouvernementales par rapport à ces dépenses, et notamment par rapport à l'environnement et tout ce qui a été dit dans cette salle, sont complètement mis sous le boisseau par rapport à l'objectif majeur et essentiel, qui est la limite de la dépense de santé pour le respect des 3% par rapport aux normes européennes. Et si vous avez l'occasion d'avoir simplement le PL, enfin, etc., et l'AFS, vous avez tout un paragraphe d'introduction qui ne parle que de fric. Et donc, l'État doit se désengager. Et donc, comme il a été dit, si l'État se désengage, on donne à la place au privé. Et comme l'a dit Caroline, on peut arriver à des situations aussi absurdes et aussi criminelles. Voilà. On va donner la parole à la salle. Je ne sais pas, enfin, je vous donne... Alors, il y a un micro-baladeur, oui, c'est ça. Je ne sais pas comment l'appeler. Excusez-moi, mais allez-y. Voilà, je voudrais m'adresser à la salle et en particulier à Thomas et à Caroline, puisqu'ils sont demandeurs d'alerte. En fait, je voudrais parler d'une situation qui s'appelle les allergies. Je pense qu'on est en plein dans le sujet. En 1960, 10% des enfants qui naissent sont allergiques. En 1980, 30% des enfants qui naissent sont allergiques. En l'an 2000, 50% des enfants qui naissent sont allergiques. Donc, il y a un problème sociétal qui est posé au travers de ce problème de l'allergie. Alors, je peux rentrer dans le détail, mais je crois que ça sera un petit peu trop long. Donc, je m'en abstiendrai, mais si vous le souhaitez, je le ferai. Comment ça se passe? En tous les cas, je vais arriver très vite au résultat. La charge de métaux lourds est telle que la femme, quand elle fait un enfant, elle se sépare de la moitié de sa chaîne minérale. Cette chaîne minérale est donc encombrée d'un certain nombre de polluants qui sont liés à l'existence de ce qu'on appelle les métaux lourds. Et donc, à partir de ce moment-là, quand cette chaîne minérale est déséquilibrée, notre système de défense immunitaire qui se règle sur cette chaîne minérale ne peut plus réagir correctement et envoie des immunoglobulines dans l'organisme qui sont de type allergique, c'est-à-dire qu'on a l'aspect d'un fer à cheval, et donc qui, en fait, à ce moment-là, continue à envoyer l'information comme quoi la toxine est présente. Et le résultat, du coup, vous avez des gonflements, des œdèmes de Quincke, etc. Donc ça, c'est le phénomène le plus rapidement possible expliqué pour dire que, en fait, c'est lié à notre alimentation, la manière dont on choisit aujourd'hui de faire manger les gens, et on n'a pas là-dessus de débat encore. Je pense que ça serait une alerte, en tous les cas, qui me semble important à poser en termes de prévention, et qui me semblerait aussi de permettre à nos députés de s'en emparer pour le faire apparaître, parce qu'aujourd'hui, on va dans un mur qui me semble énorme. Bon, la deuxième alerte que je voudrais signaler, j'en ai fini avec celle-là, pour être aussi très court, je voudrais relater une expérience qui a monté une association qui est à Montpellier, qui s'appelle La Garance Voyageuse, qui est une association d'environnement, qui a mis en évidence le fait que les pommes, aujourd'hui,
pour manger la valeur des nutriments, je ne parle pas des insecticides et des pesticides, etc., mais pour manger la valeur de nutriments d'une pomme de 1956, combien vous faut-il manger de pommes industrielles aujourd'hui? Je ne vous laisse pas réfléchir, je vous donne la réponse tout de suite. Il vous faut en manger 70. C'est-à-dire que là, je crois qu'on tient un truc très important. C'est que sous le nom de pommes, sous le nom de carottes, sous le nom de poireaux, sous le nom de tout ce qu'on nous fait manger aujourd'hui, vous pouvez avoir quelque chose qui est un ersatz, c'est-à-dire il y a de l'eau et des polluants, des pesticides, des insecticides, et vous pouvez avoir un aliment de l'autre côté qui est un véritable aliment qui va vous nourrir et pas vous empoisonner. Je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'il faudrait qu'on soit capable de mettre en œuvre au niveau de la France insoumise pour l'expliquer aux gens, parce que ce sont des explications sur qu'est-ce qui nous arrive à nous. Pourquoi on se retrouve comme ça, avec des problèmes de maladies qu'on ne comprend pas, des problèmes d'alimentation et de carence alimentaire qu'on ne comprend pas. Les pauvres sont les premiers à ne pas se nourrir en bio, je vous le dis très sincèrement, et ils achètent des aliments qui sont des aliments qui les empoisonnent et qui ne les nourrissent pas. Merci de cette intervention. Qui sait? Allez-y. Merci, camarade, merci. Ça va tout à fait expliquer ce que je veux vous dire. Déjà, je suis désolée qu'on ait mis environnement, santé tout en même temps, parce que c'est vrai, il y a tellement de choses à dire. Bon, je vais être brève. Les allergies, effectivement. Il y a quand même une pollution qu'on nous met dans le corps dès l'âge de 2 mois, voire plus tôt, y compris pour les prématurés, puisqu'ils ont droit à des doses supplémentaires, c'est les vaccins. Et lorsque vous avez parlé, Thomas, là, vous avez parlé du professeur Gherardi, qui a fait des travaux, qui a commencé des travaux, il s'est rendu compte, au CNRS. Il a écrit un livre, Toxic Story. Ce livre, il faut le lire, c'est un polar. C'est génial. Et pourquoi le professeur Gherardi a pu parler, a pu écrire ce livre, contrairement à tous nos médecins, nos professeurs et tout ça qui font partie, qui sont sous la coupe du ministère de la Santé et sous la coupe des conseils de l'ordre, qui sont menacés de radiation, comme le professeur Joyeux. Gherardi a pu parler, parce que lui, en tant que chercheur, il avait le droit à la parole. Bon, je ne peux pas vous expliquer en détail, il vous explique ça très bien dans ce Toxic Story. Et la France insoumise doit absolument s'emparer de ces travaux-là et demander qu'ils puissent continuer les travaux. Alors, l'an dernier, il y a eu ce fameux vote des obligations vaccinales. Il y a les victimes. Les victimes, ils existent, les victimes des effets délétères des vaccins. Les victimes, elles existent. Il y a des associations, une pléthore d'associations. Il y a eu deux collectifs d'associations qui ont manifesté l'an dernier contre l'obligation vaccinale. Pas contre les vaccins, contre l'obligation vaccinale déjà. Et qu'on s'interroge. Il y a eu, à l'Assemblée nationale, une députée qui a fait un travail extraordinaire, Madame Blandine Brocard. Elle fait partie d'En Marche. Oui, si, elle s'est bien battue. Elle est juriste. Elle s'est battue contre Buzyn. Et pour dire, attention, elle voulait créer un moratoire. D'ailleurs, elles étaient en passe avec Michel Rivasi, qui a beaucoup travaillé sur les vaccins, qui a même présenté un document au Parlement européen. Et donc, moi, je regrette que la France insoumise n'ait pas pu... Bon, c'est vrai que... Non, mais je regrette. Vous l'avez souvent applaudi, c'est vrai, ça a été lorsqu'elle intervenait, Blandine Brocard. Mais je regrette que la France insoumise ne se soit pas associée dans cette demande de moratoire. C'était une prévention par rapport à cette obligation. Donc, les vaccins contiennent beaucoup de métaux lourds. Ils contiennent de l'aluminium, du mercure, etc. Il y a aussi les amalgames dentaires qui sont une vraie pourriture. Les amalgames dentaires, il y a 13 000 tonnes de mercure qui sont fournies à la France pour soigner les dents. C'est bien, moi j'en ai profité et voilà. Et la question, c'est que je voudrais que la France insoumise s'implique plus dans ces risques de métaux lourds qui sont imposés à la population. Excusez-moi 2 secondes. Si vous pouvez être plus synthétique dans les prochaines questions, ça m'arrangerait, parce que sinon, on va dépasser. Tu veux répondre, Caroline? Oui, je vais répondre. Alors, il faut se renseigner quand même. J'étais signataire avec Blandine Brocard et Michel Rivasi. Ah oui, non, mais voilà.
sur les vaccins, j'étais signataire avec Blandine Brocard et Michel Rivasi. J'ai fait une émission pour expliquer pourquoi, 2 jours avant l'article 16, je crois, sur les vaccins, j'ai quitté Michel Rivasi et Blandine Brocard sur la simple et bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a hélas des victimes suite au vaccin. Mais à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de gens vivant grâce au vaccin. Et qu'on se retrouve dans une situation, je ne sais pas blâmer, dans une situation où je fais quoi ? J'ai envie que tout le monde soit en bonne santé, j'ai envie que tout le monde aille bien. Mais c'est quoi la possibilité ? Alors, nous avons, et j'ai beaucoup été attaquée là-dessus, lors du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, où on débattait sur les vaccins, j'ai pris la parole 3 fois pour réexpliquer clairement notre position. François Ruffin l'a fait 4 fois pour me venir en aide parce qu'on ne s'en sortait pas. Et ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que recevoir des messages de la part d'insoumis comme quoi j'étais une assassin d'enfants, je vous prie de croire qu'il faut être très motivé le lendemain matin pour retourner faire la guerre dans l'hémicycle. Donc il est très compliqué, il faut tout prendre en compte et c'est un sujet très vaste et très compliqué quand on sait que certains vaccins sauvent les vies. Nous avons expliqué à Buzyn que 11 vaccins, tout de suite comme ça, sans études scientifiques, demandées par l'État, pas par les laboratoires, parce que c'est toujours la même histoire, c'était impossible. Nous devions voter contre cet article. D'accord ? Sauf que pendant 2 jours, dans les médias, c'était la France insoumise contre les vaccins. La France insoumise contre... Eh bien oui, mais sauf qu'imaginez bien, le PLFSS, vous le préparez depuis 6 semaines. Et mes collaborateurs sont là pour... Vous ne dormez plus. Vous êtes dans l'hémicycle de 9h à 2h, 3h, 4h du matin. Et oui, et je l'assume, et je l'ai dit dans les médias, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est moi, Caroline Fiat, qui a regardé le groupe et j'ai dit, on s'abstient. On s'abstient, je ne sais plus, je ne pouvais plus réfléchir. Donc on s'est abstenu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on travaille beaucoup avec beaucoup de personnes. On lit toutes les études qui ont lieu actuellement. Mais je ne peux décemment pas dire il faut 11 vaccins, il en faut 6, il en faut 7 ou quoi que ce soit. Parce que, tout simplement, il nous faut un pôle médical d'État avec des scientifiques fonctionnaires qui étudieront les molécules et nous donneront des vrais résultats. Voilà la seule solution. Et la seule solution, j'en suis vraiment désolée, j'ai des enfants aussi. Moi aussi, ils sont obligés d'avoir des vaccins que je ne souhaitais pas forcément. Mais voilà, on est dans une situation où on est bloqué. Et si demain, on veut une vraie situation, eh ben, il faut que quelqu'un au gouvernement dise « Stop, ça suffit. Je demande à tel scientifique de travailler ensemble et de très rapidement me pondre un vrai rapport. » Mais ne dites pas que la France insoumise ne s'est pas positionnée ou n'a pas travaillé sur les vaccins parce que c'est faux. Notre seule erreur peut-être a été quand... Et je peux vous dire... L'heure exacte, parce que c'est François qui m'a envoyé un message, François Ruffin. Il était exactement minuit 12 quand j'ai dit au groupe « on s'abstient ». Donc, je ne regrette rien de ce que je fais, parce que sinon, je n'avancerai pas. Mais mettez-vous à notre place. Nous ne sommes que 17. Nos collaborateurs ne sont pas si nombreux que ça. Et nous ne sommes pas des scientifiques. Mais si quelqu'un demain peut venir me prouver ses travaux, nous les prendrons, mais il faut bien travailler là-dessus. Donc, en tout cas, nous n'avons pas voté pour l'autorisation des 11 vaccins. Nous nous sommes abstenus, mais nous travaillons sur ce sujet actuellement et nous sommes les premiers à aller soutenir les associations de familles victimes de vaccins. Très bien. Comme on a laissé parler beaucoup ce côté de la salle, tu peux essayer de... Alors, ce monsieur... attendez, je ne sais pas par qui commencer. C'est vrai que vous... Ouais, écoute, ouais, alors... Ah, tiens, le micro, pardon, excusez-moi. Vous avez... Non, c'est pas grave. Donc moi, mon intervention, c'était plus lié à l'environnement, parce qu'on a parlé beaucoup de problématiques d'environnement, mais qui étaient liées à la santé. Seulement, moi,
je pense qu'on ne pense pas assez à la globalité de ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors, j'ai assisté à l'intervention de Jean-Luc Mélenchon hier et j'étais très content de l'entendre parler d'anthropocène, de perte de la biodiversité et de ces choses-là, parce qu'on est à un moment de l'histoire de l'humanité où on va affronter des changements qui vont être importants, parce qu'on a atteint et dépassé des limites planétaires, au-delà desquelles on sait qu'un changement va avoir lieu. Et il se peut même que notre civilisation, telle qu'on la connaît maintenant, évolue de façon drastique par des effondrements qui sont liés peut-être à des ressources comme le pétrole, etc. Et donc, je pense que moi, j'aimerais bien que la France insoumise aussi s'empare un peu de ce sujet-là, parce que je pense qu'on est à peu près les seuls à pouvoir accompagner les changements qui vont avoir lieu, et que le capitalisme va devoir s'effondrer une fois, si le pétrole s'effondre, le capitalisme avec. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à nous commencer à préparer des systèmes de pensée, comme de la résilience, des choses comme ça, afin qu'on puisse accompagner cette transformation profonde de nos façons de vivre. On ne vivra plus dans 10 ans ou 20 ans comme on vit maintenant, quoi. Et nos enfants encore pire, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à intégrer, même en tant que mouvement poétique, ça, pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse donner une chance à tout le monde de pouvoir continuer à vivre correctement, quoi. D'accord. Caroline, une petite réponse. Oui, non, alors juste très rapidement, parce que si tout le monde a entendu Jean-Luc hier, il a quand même bien dit, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement. Mais purée, à chaque conférence, tout le monde a des bonnes idées. Mettez-les en place, mettons-les en place, trouvons des copains et des copines qui ont les mêmes idées que nous et faisons des caravanes, allons discuter avec les gens. Enfin, il n'y a pas de consigne avant, parce que de toute manière, personne n'en donnera. On a une bonne idée, on y va, on en parle, on fait, on agit et peut-être que même vous pouvez avoir des gens qui viennent vous rejoindre et vous aider. Donc vraiment, n'attendez pas les consignes, ne vous interdisez rien. Chaque idée est bonne à prendre, faisons-le et n'attendez pas les élus ou je sais pas quoi ou quoi que ce soit. C'est vous le moteur de la France insoumise. Parfait. Allez-y. Oui, moi c'est pas une question pour répondre à Claude Michel, enfin voilà, à monsieur, mais c'est juste un constat rapide. En fait, moi ce que vous disiez tout à l'heure sur les quartiers nord de Marseille qui étaient victimes de ségrégation par rapport au quartier sud. Donc les quartiers nord, en gros, c'est les banlieues. Ça m'a fait penser un peu à mes cours de géographie d'un prof, il y a 4 mois, où il nous disait déjà qu'en fait, un des problèmes des banlieues, notamment pour le marché de l'emploi, c'était par exemple d'être intégré au territoire, d'avoir des moyens de transport pour les travailleurs dans les banlieues qui vont bosser dans les villes. C'était pas toujours facile. Et donc, ça m'a fait beaucoup penser à ça et j'avais envie de cette ouverture. Enfin, et pour dire aussi qu'il y a par exemple, même dans les grandes métropoles, il y a une gentrification où on a tous les pauvres qui sont un peu chassés des grandes villes, qui sont un peu embourgeoisés, même si voilà, je ne dis pas le terme forcément pour stigmatiser. Par exemple, comme à Paris, où on a des loyers qui augmentent pour des appartes parfois pas tip-top. Et on a tous les pauvres qui sont obligés d'aller s'installer dans les villes d'à côté, par exemple. Donc on chasse les pauvres. Et après, juste le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était sur les vaccins. Moi, je pense que les vaccins, il ne faut pas forcément être angélique sur la question ou que négatif, ou manichéen, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais je pense qu'il y a on peut s'interroger sur certains composants des vaccins dont on ne sait pas trop si les molécules sont bonnes. Les adjuvants aluminium, par exemple. Et donc, c'était pour dire que le secrétaire d'État sur la médecine, comme ça, avec des fonctionnaires, moi, je trouvais que c'était une bonne solution, effectivement. Très bien, merci. Nathalie, tu la parole ? Oui, juste 30 secondes pour rebondir parce que ce phénomène que tu décris à Marseille, dont tu parles aussi sur la région parisienne, on le connaît aussi beaucoup sur la métropole de Lyon, où on a en effet une envolée des prix et des loyers et des fonciers dans la ville centre. De plus en plus de ménages et de familles qui ne peuvent plus habiter Lyon. Alors, un premier temps, ils allaient habiter les premières communes autour de Lyon. De plus en plus, ils vont sur la deuxième couronne au sein de la métropole. Et aujourd'hui, on parle à Lyon et l'ancien maire et le nouveau maire
s'en enorgueillissent beaucoup du déclassement de la 6, la 7. La 6, la 7, c'était une portion de cette autoroute qui traversait Lyon. Donc en effet, il va y avoir un déclassement et on nous promet déjà des magnifiques remblasses, enfin encore un aménagement urbain qui va renchérir le foncier. Par contre, on nous propose aussi de contourner Lyon maintenant pour faire, puisqu'il y aura plus, et je suis pour le déclassement de l'autoroute. Mais la réponse qui est proposée, c'est pas supprimer la voiture, c'est qu'on va faire passer la voiture ailleurs. Et donc, on va terminer le bouclage autoroutier de Lyon. Alors, on l'appelle pudiquement l'anneau des sciences, mais c'est ni plus ni moins qu'une suite de l'autoroute qui va... donc, on ne va pas polluer ni visuellement, ni de manière sonore, ni de manière environnementale Lyon, où il y aura des populations riches qui vivront et il faut les préserver. Par contre, les banlieues autour, on pourra boucler avec l'autoroute. Donc, il y a vraiment une ségrégation territoriale, sociale qui est en place et qui a des impacts évidemment à la fois sur l'environnement et à la fois sur la santé. Donc, ce que vous décrivez, on le voit dans l'ensemble de ces métropoles. 2 secondes pour vous donner l'exemple de Marseille, donc au bord de la mer. 5% des quartiers nord, des enfants des quartiers nord n'ont jamais vu la mer. Et 11% à 12% ne savent pas nager lorsqu'on leur demande des épreuves. Donc c'est pour vous dire que là, évidemment, c'est un peu loin de l'environnement, mais c'est pour vous dire que la ségrégation sociale par rapport, ne serait-ce que par rapport à la mer qui est là, nous arrivons à des ségrégations sociales qui sont essentielles et fondamentales. Je crois que tu as... alors, mademoiselle ou madame, et puis... Oui, merci. Alors, madame, merci. Et puis après, voilà. Vas-y. Du coup, moi, je voulais revenir sur le rôle de l'État, et notamment, moi, je suis étudiante. J'ai été étudiante à Paris 3, qui est une université qui va être démolie parce qu'il y a de l'amiante partout. Et donc, tout le discours que vous avez porté sur l'amiante m'est familier. J'y ai passé 4 ans et je pense que j'en subirai peut-être un jour les conséquences, mais en tout cas, les personnels de l'université, les professeurs, personnel administratif, eux, c'est évident qu'ils vont en souffrir, et il y en a déjà qui en souffrent. Et c'est le cas dans beaucoup d'institutions publiques, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un lycée en banlieue parisienne, dans le 94, le lycée Georges Brassens, qui a fait une énorme mobilisation, effectivement, sur ces questions d'amiante. Il y avait d'autres produits chimiques en plus dans le bâtiment, et ils ont obtenu gain de cause puisque le lycée va être fermé et qu'ils vont être déplacés pour 1 an pour pouvoir reconstruire un nouveau lycée qui soit simplement fait aux normes. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand il y a une mobilisation quand même localement, c'est le cas aussi par exemple sur des parents d'élèves qui se sont mobilisés sur des cantines bio ou des choses comme ça, il y a quand même des choses qui peuvent se mettre en place et qui peuvent changer. Bon, Georges Brassens, ils ont été bloqués pendant 3 mois, 4 mois même. Un lycée bloqué pendant 4 mois, c'est quand même long. Les lycéens qui devaient passer leur bac, notamment, ont rencontré pas mal de difficultés à cause de ça. Mais donc, on voit bien qu'il y a un désengagement de l'État. Et pour juste la petite anecdote, ce qui se passait à Georges Brassens, c'est que la région Île-de-France faisait des fausses analyses du lycée en disant que tout allait bien, qu'il n'y avait vraiment pas trop d'amiante et qu'en plus tout était bouché, donc ça allait, alors que dans les classes, on voyait le lambris tomber avec l'amiante dessus, quoi. Et donc c'est une contre-expertise qui a été demandée par les syndicats d'enseignants et avec le soutien du syndicat lycéen, qui a permis justement de prouver que et la région et les entreprises d'analyse mentaient. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi là pour dire aux collectivités publiques et territoriales qu'elles ne peuvent pas continuer simplement parce qu'elles veulent économiser de l'argent sur la construction de nouveaux lycées. Et je voulais juste rajouter une chose sur les vaccins, mais alors très très rapidement, simplement, ça serait bien d'éviter de citer Monsieur Joyeux comme quelqu'un d'important, parce que c'est quand même une personne qui milite contre l'IVG et contre la contraception, et donc faites attention à vos références. Voilà. Merci. Alors, voilà, un monsieur, parce qu'il faut respecter la parité. Oui, juste. D'accord. Et après, on donnera la parole à madame. Voilà, juste. Caroline, alors, madame. Je ne vais pas être long. Donc, je suis Marseillais depuis 40 ans, plus de 40 ans où j'habite à Marseille. Bon, mais ce n'est pas un titre de gloire. Ce que je voulais dire, donc 30 secondes sur Marseille, mais surtout 30 secondes sur Fos. Alors, sur Marseille, donc,
tu as indiqué donc que c'était Gaudin, mais enfin, les quartiers nord, les premiers ensembles qui ont été construits, c'était pour accueillir les rapatriés d'Afrique du Nord. Hein. Il y a eu une certaine population, disons, moyenne qui a commencé à s'installer là-dessus, mais le phénomène, il est général dans toutes les villes, c'est le phénomène après de paupérisation des grands ensembles. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est volontairement fait par la mairie. En fait, ça a commencé sous Gaston. Hein. Voilà. Alors, à Gaston, ce sujet, c'est Gaston de Fer à oui, Marseille. oui. Alors, à ce sujet, juste un truc très simple. Tu sais peut-être, donc, le pluie va être discuté et va être voté donc, en 2019. Alors, que dit Gaudin ? Il dit, ben, nous, on respecte la loi SRU, puisque 45% de logements sociaux dans les quartiers nord, 5% dans les quartiers sud, si on fait la moyenne, on dépasse même les 20%. Alors, c'est là-dessus, voilà, non, mais c'est ce qu'il dit. Donc, il faut arriver à faire que la loi SRU s'applique arrondissement par arrondissement, et non pas globalement. Et là-dessus, j'invite donc les militants de la France Insoumise à se mobiliser sur ce pluie. Hein, voilà. Alors, vas-y. Et après, deuxièmement, sur force. Bon, c'est très simple. Tout le monde, tous les acteurs, quels qu'ils soient, syndicaux, patronaux, l'ARS, les médecins généralistes, connaissent la situation. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des années. Mais alors, pourquoi ça ne bouge pas, sauf à la marge ? Ben, on le sait. Parce qu'il y a 40 000 emplois à la clé. Donc, lorsqu'on veut aller un peu plus loin que de simples mesures de prévention, de précaution, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, mais vous voulez faire fermer ces usines. Et même les habitants locaux, ils disent, mais où c'est qu'on va travailler ? Et alors, pour terminer, une anecdote. Il y a une enquête qui a été faite par Élise Lucet là-dessus. Vous avez peut-être, elle est extraordinaire. Vous avez peut-être vu, Cache Investigation. Donc, ils ont interrogé des médecins, des généralistes, en particulier un généraliste qui fonctionne à Fos. On lui dit, bon, on constate effectivement qu'il y a 2 fois plus de cancers, alors c'est certains cancers, l'asthme, diabète type 1, etc. Il dit, mais comment vous faites ? Vous les voyez ? Il dit, mais moi, j'habite pas à Fos, j'habite à Aix. Voilà. Je crois que j'ai rien à rajouter sur ce que tu viens de dire sur Marseille. C'est ça, l'emploi par rapport à l'environnement et par rapport à l'amiante, c'est l'argument massu qui nous est donné. Et tu as dit un exemple par rapport à l'environnement qui n'est pas un facteur prioritaire, notamment sur notre ville, c'est effectivement cette rhétorique à la mort-moelleux, excusez-moi l'expression, 45 plus là, on dépasse même la loi sur les 20, je sais pas combien. Et donc effectivement, par rapport à ça, on est soi-disant dans la norme. Mais en fait, au niveau de la ségrégation, les 2 chiffres que tu as cités montrent bien qu'il y a 2 parties dans une ville. Et en fait, il y a 2 villes à l'intérieur de Marseille qui se côtoient. Allez-y. Oui, ça fait un peu le lien avec ce que je voulais dire. Parce qu'en fait, c'est un peu anxiogène et quand on assiste à des débats comme ça, c'est pas le seul. Hein. On se dit, oh là là, c'est vrai que bon. Mais il y a plein de choses qui se font. Vous en avez cité un certain nombre, et entre autres toi, Thomas, et toi, Caroline. Mais, moi, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a quand même une priorité. C'est que quand on regarde les indicateurs de santé, on voit bien qu'ils reculent, et ils reculent pas n'importe où. Hein, parce qu'il y a une partie de la population qui mange bien, qui respire bien, qui va s'aérer. Voilà. Et une autre partie où les indicateurs sont au rouge. Et nous, on voyait en région parisienne notamment, que quand on regarde les indicateurs de santé que donnent les observateurs de santé ou même l'ARS, c'est pas des informations de syndicalistes ou de médecins, d'associations de médecins ou de syndicats de médecins. On voit que dans le 93, par exemple, ils sont tous au rouge. Moi j'habite dans le 91, je suis infirmière syndicaliste, je travaille dans un hôpital et on voit très bien qu'on a un recul, entre autres le taux de mortalité infantile aussi. On a une explosion, et tu en parlais très bien tout à l'heure, des maladies chroniques, et entre autres dans les consultations de pédiatrie et aux urgences pédiatriques, ça arrive, c'est l'asthme dans des périodes qu'on connaît. Donc, et toutes ces maladies
maladies chroniques liées en l'environnement qui se développent. Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Parce que moi, j'ai envie de dire quand même que notre priorité, nous, en tant que France Insoumise, et à travers les caravanes de santé, par exemple, c'est un bon exemple. Parce qu'on va dans ces quartiers, on rencontre les habitants et il y a des conseils qui sont donnés. Et ça c'est important. Nous, au niveau des professionnels de santé, on se rend compte et on voit avec la crise de l'hôpital, on n'en a pas parlé ici, on sait que partout, les salariés sont en lutte pour dire que l'hôpital de proximité est en train de disparaître et que où vont les citoyens et les populations qui ne peuvent pas se soigner, ben c'est à l'hôpital ou c'est dans les centres de santé. Donc là aussi, dans notre livret santé, on a un certain nombre de propositions sur le maintien des hôpitaux de proximité. Il y a des luttes partout sur les centres de santé à développer, parce que ça passe par là d'abord, ça passe par des conseils de prévention que nous, on ne donne plus, parce que quand on est infirmière aujourd'hui, ben, on abat du soin et tous les rôles de prévention, les consultations de prévention sont plus donnés. Les diététiciennes avant ou même les kinés qui donnaient un certain nombre de conseils ben, ne font plus. C'est les premières choses qu'on a supprimées dans les hôpitaux, ces consultations-là. Donc il y a des batailles qui se mènent et tu l'as dit tout à l'heure sur l'amiante. Moi, je voudrais aussi insister sur l'importance du rôle des CHSCT et notamment la question des expertises, parce qu'on s'est beaucoup aidé des expertises pour démontrer, en tout cas pour au moins asseoir un rapport de force et démontrer qu'il y avait des consultants ou des cabinets qui pouvaient être indépendants avec qui on travaille, qui nous donnaient des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Parce que de la même façon que sur les vaccins, on n'est pas compétent. Il faut faire très attention à ce qu'on avance sur un certain nombre de solutions ou de conclusions qui pourraient être émis assez rapidement. Et donc ces CHSCT nous ont permis, et c'est des luttes un petit peu victorieuses, même si ce sont des petites luttes, nous ont permis dans pas mal d'endroits à nous aider et donc à pouvoir préserver la santé de salariés notamment, ou d'étudiants, ou de jeunes, ou de salariés en précarité qui étaient exposés. Très bien. Thomas, s'il te plaît. Je vais vous répondre très rapidement. Alors, c'est bien d'avoir souligné le rôle des CHSCT, sauf qu'ils ont été supprimés. Ils ont été fondus dans un comité d'entreprise unique. Et donc, la spécificité de l'hygiène et de la santé au travail n'est plus préservée. Et justement, ça serait une revendication forte que de demander le rétablissement des CHSCT. Ça serait tout à fait logique. Et la chose très très importante que vous avez soulignée, c'est effectivement on ne prend pas assez en compte la santé environnementale, mais on ne prend pas assez en compte les inégalités sociales en matière de santé. Sachez que, je vais sortir un peu de Marseille, si vous partez du centre de Paris, vous prenez la ligne B du RER et vous allez jusqu'à la Courneuve, vous perdez 4 ans d'espérance de vie. 4 ans. Parce qu'il y a des populations plus pauvres, parce qu'il y a plus d'hôpital de proximité, parce qu'il y a des professionnels de santé qui ne veulent plus s'installer, qui préfèrent, pas tous, mais qui préfèrent s'installer dans des zones plus riches et mieux dotées. Et il y a un manque d'information aussi. Moi, j'ai souvenir d'une réunion que j'avais faite avec Agnès Buzyn quand elle était présidente de l'Institut national du cancer. Et Agnès Buzyn organisait un débat sur le dépistage organisé du cancer du sein. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de suspicions avec les surdiagnostics, etc. Et Agnès Buzyn, à un moment, a dit, avec une certaine morgue, oui, mais vous savez, mais toutes les femmes sont au courant qu'il y a un dépistage organisé du cancer du sein. Et j'ai le souvenir qu'il y avait un monsieur qui était membre de l'Académie des sciences, mais qui faisait aussi des permanences au SAMU social, et qui lui a répondu, mais écoutez, madame, quand vous ne savez pas où vous allez dormir cette nuit, quand vous ne savez pas ce que vous allez manger demain, quand même, des fois, peut-être, vous ne parlez pas français parce que vous êtes réfugié. Est-ce que vous pensez que vous savez qu'il existe un dépistage organisé du cancer du sein et ses bénéfices ? Voilà, c'est le problème toujours, on en revient toujours à la même chose, de construire des politiques de santé de manière déconnectée du réel dans des cabinets ministériels du 7e arrondissement de Paris avec des technocrates qui pensent forcément pour leur catégorie sociale qui sont les CSP+, et on ne prend pas en compte les populations les plus vulnérables et ça accroît les inégalités en matière de santé que vous allez souligner tout à l'heure fort justement. Très bien, merci. Alors donc on va passer à... Tu donnes la parole ? Voilà, bon, allez-y s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, c'est bien Freddy Medina du Chili. Je voudrais rebondir sur quelque chose qui a traité Madame Caroline Fiat concernant la décision de savoir ou déterminer
la nature toxique ou la toxicité d'un composant ou d'une molécule, effectivement, il faut idéalement faire une étude scientifique qui peut démontrer si cette molécule ou cet composant a un effet direct ou indirect sur la santé humaine ou sur l'environnement. Je vous dis ça en tant que biologiste. Par ailleurs, je voudrais vous faire une question simple. Vous avez mentionné que c'est possible en France de fabriquer des composants toxiques, mais qui sont interdits d'être utilisés ou d'être consommés en France, mais qui sont faits pour l'exportation. La question c'est quoi la loi ou c'est quoi les mécanismes, les dispositifs légaux ou juridiques qui permettent que ça se passe comme ça? Merci. Caroline. Donc, alors, concernant les vaccins, le problème, c'est qu'une telle étude coûte énormément d'argent et que là, ça doit être un choix du gouvernement de missionner des personnes indépendantes. Parce que là, il y a beaucoup de rapports qui tombent. Hein. Mais allez chercher les scientifiques qui travaillent tous pour un labo. Hein. Voilà, donc j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas une personne qui se sente concernée dans un gouvernement pour le faire, c'est... Ou alors je vais faire des études de scientifiques. Je sais pas. Non, mais voilà, ça coûte énormément cher. Et hélas, pour la deuxième question, c'est les projets de loi qui décident de cette absurdité. Et voilà, nous, on a alerté, mais le gouvernement Macron décide que c'est bon quand même, parce que la pauvre entreprise, elle va perdre de l'argent. Alors quand même, pour la petite histoire, quand ils nous avaient répondu ça, j'avais quand même répondu que si demain, on disait à une entreprise, tu ne peux plus fabriquer ce produit-là, si l'entreprise ne veut pas mourir, et donc licencier ou quoi que ce soit, ils trouveront peut-être un autre truc à fabriquer à la place. Mais non, on ne va pas embêter. Bon, voilà. C'est horrible, hein, c'est ignoble, mais c'est les projets de loi depuis 20 ans, enfin 20, 30, 40, qui font qu'on en est à cette situation. Ah, c'est dans le projet de loi. Enfin, là, c'est dans le projet de loi agriculture. Ils n'ont pas retiré cette ligne-là. Tu as un petit complément, Thomas? Non, quelque chose, et ça rejoint monsieur. Non, mais monsieur est parti, c'est-à-dire de penser de manière globale. C'est vrai qu'on remet souvent en cause le rôle criminel, néfaste, ou voire criminel des grandes multinationales françaises en France. Mais il faut voir ce que font les grandes multinationales françaises à l'étranger. Hein. Je prends juste un exemple sur le nucléaire. Areva exploite de l'uranium au Niger. Vous savez qu'un tiers de notre électricité vient de l'uranium qui est produit au Niger. Et il faut savoir que ça se fait au détriment total des populations sur place. C'est-à-dire qu'il y a des employés qui manipulent des objets radioactifs à main nue. Vous avez des sols qui sont complètement pollués et on n'informe pas les populations. Il y a la même chose, enfin, vous connaissez l'entreprise Bolloré qui exploite l'huile de palme au Cameroun dans des conditions écologiques dignes des plus grands criminels de la planète. Donc, c'est véritablement, il y a une lutte contre ce capitalisme-là des grandes entreprises qui font n'importe quoi, qui se permettent tout en France, mais aussi à l'international et dans les pays les plus vulnérables, notamment sur le continent africain. Et je pense que c'est important de s'y intéresser parce que les journalistes, les médias ne s'y intéressent pas beaucoup. Très bien. Autre question. Alors, je vous rappelle qu'il est 3h25 et on doit finir à 15h30, hein, je crois. Alors, excusez-moi d'être un peu le censeur, mais donc on doit éventuellement respecter, quand je dis éventuellement, on doit respecter les horaires. Monsieur? Oui, c'est moi. Ah non, pardon, excusez-moi. Ah, pardon, d'accord. Oui. Voilà, je voulais donc revenir globalement, mais sur les vaccins, je demande si vous pouvez vous rapprocher des gens de chez Attac avec Techstar et les jurys citoyens qui font quand même un travail absolument remarquable et qui serait, je pense, une puissance d'appui tout à fait déterminante pour ces notions de vaccin, parce que bien sûr, il y a le vaccin en tant que tel, mais on sait derrière que le problème se pose que parce qu'il y a le lobby fantastique des labos pharmaceutiques, c'est de là que naît la politique, où on sait bien que là-dedans, il y a une grande part de mauvaise foi, une nécessité impérative de ces vaccins, et où c'est qu'on peut mettre la limite par rapport à ça. Mais moi, sur quoi je voulais revenir, pour rester sur ce cas général, c'est cette notion absolument fondamentale qui doit être le combat de demain pour la France insoumise, c'est cette notion de l'anthropocène. C'est vraiment quelque chose duquel il ne faut pas sortir. Jean-Luc Mélenchon en a parlé hier. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce thème. Je crois que vraiment, il y a quelque chose d'absolument excellent.
Je vous rassure tous, je pense que c'est vraiment pas sur le bouquin d'Harari qu'il faut s'appuyer. Hein. Yuval Harari, là, qui a fait Sapiens, et puis, etc. Nos DU, je ne me rappelle plus, là. C'est pas là-dessus. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les bouquins de Laurent Testo, et puis sur les bouquins de Bonneuil, de Fressos, etc. Parce que là, sinon... J'insiste par rapport à cette notion d'anthropocène, parce que tout ce qui est à l'intérieur est lié. Le problème, c'est que quand on est à la France insoumise, on ne peut pas faire autre chose que d'être sollicité par l'ampleur de la crise sociale et la misère dans laquelle les gens se trouvent, qui font ces inégalités de la santé dont vous venez de parler il y a juste à l'intervention précédente et qui me paraissent absolument majeures. Mais le problème, si vous voulez, c'est que l'obligation pour arriver à faire avancer quelque chose, c'est de résoudre, c'est de prendre en compte, c'est de répondre à cette crise sociale. Mais le problème, c'est que l'urgence est écologique. Et elle est écologique de façon absolument majeure. Je veux juste, parce que je n'ai pas le temps de développer ce thème de l'anthropocène, Einstein avait déjà commencé en 1955, en disant c'est pas en réfléchissant avec les questions et les approches qui ont créé le problème qu'on réglera les problèmes de la solution nouvelle. C'est un petit peu ce qui se dit à Notre-Dame-des-Landes, Bruno Latour, T-1, temps T0, dans lequel on est aujourd'hui. Si on continue à y répondre avec le temps T-1 d'hier, on ne trouvera jamais les solutions qu'il faut pour le temps T+1, pour lequel on a besoin de répondre. Et peut-être qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y avait des gens qui étaient capables de se placer en situation là. Et donc, c'est un peu ce que dit Bonneuil. Mais je reviens sur cette notion d'anthropocène, juste pour dire un terme, une notion très très simple. C'est la notion du jour de retournement. C'est-à-dire, c'est le jour à partir duquel la planète a épuisé sa capacité annuelle de renouvellement. 1960, 60% d'utilisation de la biodiversité annuelle était utilisée. Le point d'équilibre a été 1987. On utilisait tout ce que faisait la planète. Je vais très vite. Aujourd'hui, on est au 1er août. On est au 1er août sur la planète. Mais en France, c'est le 5 mai. Aux États-Unis, si on consommait comme nous, France, c'est le 5 mai. Aux États-Unis, c'est le 27 mars. Alors je pense qu'il y a vraiment... Puis vous savez très bien qu'en termes de biodiversité, il y a des moments à partir desquels on a franchi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière, quelles que soient les mesures qu'on va prendre. C'est pour ça qu'il y a des urgences absolues pour 2030. Là, vraiment, il faut être très présent et comprendre que c'est très très vite que ça va arriver. Il y a des moments qui sont arrivés où les diversités, si vous voulez, les espèces ont franchi un seuil dans lequel elles ne pourront plus se renouveler. C'est la disparition de Néandertal. Voilà, on ne va pas refaire de grosses théories là-dessus. Il suffit de lire Laurent Testo. C'est pour ça que là, je crois que vraiment, on est sur quelque chose d'absolument central. Mélenchon avait commencé à avancer ça en 2014. Rappelez-vous des médias qui se moquaient de lui en disant « Mélenchon vient d'inventer un nouveau terme, il nous parle de l'anthropocène ». Alors hier, il n'avait pas voulu être trop loin, il a dit Crutzen. 1995, le prix Nobel, mais non, l'anthropocène, ce n'est pas Crutzen 1995, c'est Pavlov, le géologue russe, 1922, etc. C'est une vieille affaire, ça. Tout le monde est monté là-dessus, Bergson, Camus, tout le monde. Et c'est aujourd'hui, il y a une émergence extraordinaire qui se produit, et je pense que vraiment qu'il faut que la France insoumise se serve de ça comme une structure, comme une architecture de son mouvement pour pouvoir y accrocher derrière toute la nécessité de régler ces crises sociales. Il y a vraiment une urgence très très forte par rapport à ça. Alors voilà, je veux pas dire plus, mais je crois que vraiment cette notion d'anthropocène sur lequel hier Jean-Luc Mélenchon a voulu réasseoir son discours, j'en avais parlé avec lui quand il était venu à Marseille, parce que derrière quand même, il faut imaginer, il y a des gens comme Dominique Bourg, comme Jean-Marie Escola, enfin, il y a quelque chose d'absolument central. C'est une proposition intellectuelle, c'est une bataille anthropologique que la France insoumise ne peut pas se laisser voler. C'est elle qui est à la base de ça, avec Attaque et tout. Et vraiment, ce sera toute la lutte de demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, par exemple, la semaine dernière, comme par miracle, Libé vient de retrouver une étude qu'a fait l'INRA qui vient de montrer que la culture biologique, finalement, c'est mieux, c'est beaucoup moins cher et ça donne plus de rendement que l'agriculture chimique. Donc je pense que vraiment, il faut voir... Il y a un enjeu absolument majeur pour nous et il faut qu'on accroche tout à partir de là. Mais bien sûr, ça a levé le tableau social parce que moi, j'ai 3 chiffres pour dire il y a 1 milliard de personnes qui font partie des privilégiés dans le monde, c'est nous. Il y en a 3 milliards qui survivent et il y en a 3 milliards qui sont à l'agonie. Voilà. Et à partir de là, il faut faire de la politique. Merci de votre intervention très riche. Nous arrivons donc à la fin de cette réunion. Je demanderai à notre députée, donc Caroline, de faire la conclusion de cette... décidément, je te poursuis, je te harcèle sur ce genre de truc. Et puis, je vous remercie de votre participation. Vas-y, Caroline. Merci à tout le monde.
Non, mais je pense que c'était très intéressant et que c'est encore un genre de conférence qui pourrait durer toute une journée plutôt qu'une heure et demie. Ouais, j'avais pas prévu de conclusion, vous l'aurez bien deviné. Juste, je vais en profiter d'avoir le micro pour vous dire que j'ai accepté un média très rapidement, donc je me sauve tout de suite. Mais je suis jusque dimanche dans les amphis. Vous pouvez me croiser toutes les 5 minutes. Donc, s'il y a des gens qui voulaient me rencontrer ou quoi que ce soit, je suis là. Et pour les questions très, très urgentes qui ne peuvent pas attendre, il y a Sandrine et Fabien, mes collaborateurs, qui sont là et qui se font un plaisir de répondre aux questions. Et puis, merci. Ça y est, j'ai déjà oublié tous les prénoms. Merci à mes collègues avec moi là d'avoir enrichi ce beau débat. Merci. Au revoir.